Un policier avait lancé une tasse de café chaud sur un enfant noir dans un accès de colère, ignorant l'identité du père du garçon et les conséquences qui allaient en découler. Le jeune garçon noir de 14 ans était entré dans un café local accueillant tôt le matin, avec l'intention de s'acheter une tasse de café chaud pour commencer sa journée tranquillement. Ses mouvements étaient à la fois délibérés et innocents alors qu'il s'approchait du comptoir, scrutant le menu pour choisir sa commande. Le café était légèrement animé par la présence de clients, et l'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air. Ce qui aurait dû être une visite ordinaire allait bientôt se transformer en un moment brutal et cruel, à proximité d'un policier assis à une table dans un coin. Son regard s'était aiguisé dès l'entrée du garçon dans l'établissement. L'officier, un homme dont les préjugés étaient profondément ancrés sous son badge, observait le garçon avec une expression de dédain croissant. Il avait murmuré des remarques désobligeantes assez bas pour que personne ne puisse les entendre, mais suffisamment fort pour satisfaire sa propre amertume. Ses yeux suivaient le garçon avec une concentration intense, scrutant chaque geste et attendant une occasion de justifier ses pensées biaisées. L'officier avait décidé d'agir. Sur la base de ses soupçons, il s'était levé de sa chaise et s'était dirigé vers le comptoir, feignant d'avoir des affaires à régler. Il s'était placé suffisamment près du garçon pour surveiller chacune de ses actions, tout en faisant semblant de lire le menu. Le garçon, inconscient de l'hostilité qui se dirigeait vers lui, avait poliment passé sa commande, reçu son café et quitté le magasin. L'officier, insatisfait, avait acheté son propre café et avait suivi le garçon à l'extérieur. Son intention était claire, mais seulement pour lui-même. Dans la rue, le garçon tenait fermement son café, la chaleur de la tasse lui apportant du réconfort dans l'air frais du matin. Il marchait calmement, ignorant que l'officier le suivait de près. Soudain, l'officier avait accéléré le pas et était entré délibérément en collision avec le garçon, renversant le café brûlant sur sa chemise. Le liquide avait brûlé la peau du garçon sous ses vêtements, provoquant une douleur immédiate. Il avait haleté sous le choc et la douleur, reculant tout en observant la tache qui s'étendait sur sa chemise. Sa voix tremblait alors qu'il demandait une explication, sa confusion étant manifeste alors qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. L'officier, cependant, avait déjà préparé sa réponse. Il avait élevé la voix, son ton accusateur et sévère, en accusant le garçon d'avoir causé la collision, prétendant que c'était lui qui l'avait percuté, ruinant son café et provoquant un désordre. Les paroles de l'officier étaient fortes et délibérément théâtrales, destinées à attirer l'attention et à présenter le garçon comme l'agresseur. Le garçon, toujours abasourdi par l'incident, avait essayé de rester calme. Il avait légèrement levé la main, un geste destiné à apaiser la situation. Il s'était excusé, bien qu'il sache qu'il n'avait rien fait de mal. Tout ce qu'il voulait, c'était mettre fin à cette rencontre et partir avant qu'elle ne dégénère davantage. Mais l'officier n'avait aucune intention de le laisser partir. Alors que le garçon se retournait pour s'éloigner, l'officier s'était interposé devant lui, bloquant son chemin. Sa voix était devenue plus menaçante alors qu'il accusait le garçon d'avoir agressé un policier. Cette affirmation était absurde, mais l'officier l'avait répétée avec conviction, alimentant son propre récit fabriqué. Le cœur du garçon battait la chamade alors qu'il tentait de raisonner l'officier, expliquant qu'il n'avait rien fait de mal. Ses mots étaient tremblants mais fermes, son jeune esprit luttant pour comprendre la gravité de la situation. Malgré tous ses efforts, l'officier était resté impassible. Il avait saisi le bras du garçon, sa prise étant ferme et inflexible, et avait déclaré qu'il l'emmenait au poste pour l'interroger. Le garçon avait d'abord résisté à son instinct de survie qui le poussait à s'éloigner, mais l'officier avait resserré son emprise, son autorité pesant sur lui comme un mur infranchissable. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, le garçon avait baissé la tête en signe de résignation, tandis que l'officier l'emmenait dans la rue, qui commençait à se remplir de passants. Les visages des navetteurs semblaient flous autour de lui, alors que sa peur et sa confusion prenaient le dessus. L'officier maintenait son emprise alors qu'il marchait, son visage ne trahissant aucune émotion autre qu'une sombre satisfaction. Pour lui, le garçon n'était qu'une cible de plus, quelqu'un qu'il pouvait rabaisser, humilier et sûr qu'il pouvait exercer son pouvoir sans conséquence. Tandis que le garçon serrait sa chemise tachée de café avec sa main libre, son esprit était envahi de questions. Il ne comprenait pas pourquoi il était traité de cette manière, ni pourquoi l'officier semblait si déterminé à le punir pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Alors qu'ils approchaient de la station, l'officier resserrait encore plus son emprise pour s'assurer que le garçon ne puisse pas s'échapper. L'anxiété du garçon grandissait à chaque pas. L'imposant bâtiment devant lui ne représentait ni sécurité ni justice, mais un endroit où sa voix ne serait probablement pas entendue. Il avait dégluti, essayant de se stabiliser alors qu'ils entraient dans la station, incertain de ce qu'il attendait à l'intérieur. Dans le hall animé de la station, les officiers s'affairaient à leurs tâches, à peine un regard pour le duo qui entrait. L'officier qui guidait le garçon avait élevé la voix en annonçant à haute voix qu'il avait appréhendé un suspect.
Le visage du garçon brûlait d'humiliation alors que les regards se tournaient vers lui. Le ton de l'officier était triomphant, comme s'il avait capturé un criminel endurci plutôt qu'un enfant innocent. Le garçon avait tenté de s'expliquer une nouvelle fois, sa voix se brisant alors qu'il racontait ce qui s'était passé. Il avait insisté sur le fait que l'officier l'avait heurté intentionnellement et qu'il n'avait rien fait de mal, mais l'officier l'avait interrompu. Ses paroles étaient pleines de mépris et de moquerie. Il avait prétendu que le garçon mentait pour dissimuler sa culpabilité, renforçant ainsi le faux récit qu'il avait construit. Le garçon avait regardé autour de lui, cherchant quelqu'un qui pourrait l'écouter, mais les autres officiers évitaient son regard ou souriaient doucement. Leur indifférence était plus blessante que n'importe quelle insulte. Les épaules du garçon s'étaient affaissées lorsqu'il avait réalisé qu'il était seul, piégé dans une situation dont il ne pouvait s'échapper. L'officier l'avait conduit vers une chaise où on lui avait ordonné de s'asseoir et d'attendre. Son jeune esprit s'emballait alors qu'il tentait de comprendre comment sortir de ce cauchemar. Les événements de la matinée se rejouaient dans sa tête à chaque instant, aiguisant la douleur de l'injustice. Il avait serré les poings sur ses genoux, son corps tremblant alors qu'il retenait ses larmes. L'officier se tenait à proximité, affichant un comportement suffisant et satisfait de lui-même. La détresse du garçon était pour lui la preuve de sa supériorité, un rappel qu'il pouvait exercer son autorité à sa guise. Il sirotait le peu qui restait de son café, son expression trahissant un certain triomphe alors qu'il observait le garçon se tortiller. Le seul réconfort du garçon était la pensée de son père, persuadé que quelqu'un le comprendrait et le croirait. Il jura silencieusement d'appeler à la maison dès qu'il le pourrait, espérant contre toute attente que son père pourrait d'une manière ou d'une autre arranger les choses. Le garçon, bouleversé et effrayé, avait tenté de s'expliquer. Ses mots sortaient en bégaiement alors qu'il protestait que c'était l'officier qui l'avait heurté et non l'inverse. Il avait souligné qu'il s'occupait de ses propres affaires et que toute la situation avait été fabriquée, mais sa voix tremblante de peur était noyée par le ton autoritaire de l'officier et l'indifférence des autres dans la pièce. Les officiers présents semblaient indifférents à la version du garçon. Pour eux, la parole d'un collègue portait bien plus de poids que celle d'un adolescent noir effrayé. Un officier appuyé contre un bureau avait jeté un bref coup d'œil au garçon avant de retourner dédaigneusement à ses papiers. Un autre officier avait ricané doucement alors que les protestations du garçon continuaient. Le garçon avait finalement été dirigé vers une chaise dure près d'un coin de la pièce. Son cœur battait fort alors qu'il agrippait les accoudoirs, luttant pour comprendre ce qui se passait lorsqu'un officier s'était approché de lui et avait commencé à l'interroger. L'anxiété du garçon n'avait fait que s'intensifier. L'officier avait demandé des informations sur ses parents, une question de routine destinée à contacter un tuteur. Le garçon avait hésité, sa voix tremblante alors qu'il répondait. Il avait expliqué que son père était le président. Pendant un moment, un silence s'était installé dans la pièce, puis des rires avaient éclaté, se répandant rapidement parmi les officiers qui avaient entendu le garçon. Déjà terrifié, il avait tressailli sous les moqueries. Des voix l'entouraient, l'officier qui l'interrogeait avait souri et s'était penché plus près, son ton empreint de sarcasme alors qu'il disait que si le garçon était le fils du président, alors il devait être le commandant de toute l'armée. Un autre officier avait ajouté un geste prétendant être le fils du président, un frère perdu. Le garçon se recroquevillait sur sa chaise, leurs mots brisant son dernier lambeau de sang-froid. Le ridicule n'avait fait que croître à mesure que de plus en plus d'officiers se joignaient à eux. Ils plaisantaient sur l'absurdité d'un garçon noir prétendant être le fils du leader de la nation. Leur rire résonnait dans la pièce, une bande sonore cruelle pour la panique croissante du garçon désespéré de prouver son innocence. Le garçon avait plaidé pour un appel téléphonique, sa voix se brisant alors qu'il insistait sur le fait qu'il pourrait prouver qui il était s'il pouvait juste parler à son père. Les officiers riaient toujours, échangeant des regards amusés avant qu'un d'eux ne lui dise sarcastiquement d'aller de l'avant. Ils s'étaient penchés en arrière sur leur chaise, impatients de voir comment la situation allait évoluer. Le garçon, les mains tremblantes, avait saisi le téléphone, sa gorge se serrant alors qu'il composait le numéro de son père. Les larmes commençaient à couler sur son visage dès que l'appel fut connecté. Il avait eu du mal à prononcer ces mots entrecoupés de sanglots au téléphone. La voix du président était calme au début, mais rapidement empreinte d'inquiétude lorsqu'il avait entendu son fils pleurer. Le garçon avait expliqué tout en racontant comment l'officier l'avait ciblé, comment il avait renversé du café sur lui et l'avait traîné au poste sous de fausses accusations. Sa voix tremblait alors qu'il décrivait les rires et les moqueries qu'il avait subis aux mains des officiers. Le ton du président avait immédiatement changé. La colère avait remplacé l'inquiétude et sa voix était devenue dure et autoritaire. Il avait assuré à son fils qu'il gérerait la situation et lui avait demandé de rester calme. Le garçon avait hoché la tête, bien que les larmes continuent de couler alors qu'il serrait fermement le récepteur. Pendant ce temps, les officiers dans la pièce échangeaient des regards inquiets.
Les pleurs du garçon les avaient amusés il y a quelques instants, mais le changement de ton du président avait provoqué une tension croissante. Quelques officiers s'étaient redressés, leur rire s'étouffant lorsque le garçon avait raccroché le téléphone. Le président n'avait pas perdu de temps. Il avait rassemblé son équipe de sécurité et s'était préparé à se rendre au poste. Ses pas étaient rapides, et son expression mêlait colère et détermination. Ceux qui l'accompagnaient pouvaient ressentir l'intensité qui émanait de lui, conscient qu'il s'apprêtait à confronter les officiers responsables des mauvais traitements infligés à son fils au poste. Le garçon, assis en silence, avait la tête baissée, tandis que l'atmosphère autour de lui se modifiait. Les officiers, qui quelques instants auparavant se moquaient de lui, commencèrent à chuchoter entre eux. Un lourd silence s'installa dans la pièce, seulement interrompu par des murmures occasionnels de malaise. Le garçon essuya ses larmes, son cœur battant la chamade alors qu'il attendait. Il s'accrochait à l'espoir que l'arrivée de son père apporterait justice, bien qu'une partie de lui craignît encore la dynamique du pouvoir en jeu. La station, autrefois remplie de rire à ses dépens, se préparait maintenant à accueillir l'homme qui pouvait tout changer. L'atmosphère au commissariat était devenue tendue, des murmures circulant parmi les officiers, signalant qu'un événement monumental était sur le point de se produire. Le président était arrivé, les lourdes portes s'étaient ouvertes et il était entré, entouré d'une équipe de son personnel de sécurité d'élite. Ses pas étaient rapides, sa posture autoritaire et son expression difficile à lire, à l'exception de l'intensité de son front plissé. La pièce, qui avait été remplie quelques instants plus tôt de rires moqueurs, devint soudainement silencieuse. Tous les officiers présents tournèrent leur attention vers lui. L'arrogance désinvolte dont beaucoup avaient fait preuve peu avant s'évapora, remplacée par des postures rigides et des regards inquiets échangés entre eux. Ceux qui avaient ri des déclarations du garçon réalisèrent, avec un sentiment de découragement, que ses paroles avaient été vraies depuis le début. Les yeux du président scrutèrent la pièce avec une concentration intense. Son expression était froide et impitoyable, et son mécontentement se faisait sentir dans le silence. Il s'arrêta près de la réception. Sa voix, aiguë et autoritaire, résonna alors qu'il demandait qui avait amené son fils dans la station. Le poids de son ton ne laissait aucune place à l'hésitation. Les officiers échangèrent des regards nerveux, aucun n'osant s'avancer. Finalement, un officier désigna le fond de la pièce où le coupable se tenait près d'un bureau. L'officier en question se figea, sa confiance s'effondrant lorsqu'il comprit qu'il allait faire face à la colère du président. Celui-ci s'approcha de lui avec détermination, son service de sécurité le suivant de près, chaque pas semblant plus lourd que le précédent, intensifiant la tension dans la pièce. Lorsque le président s'arrêta devant l'officier, les jambes de ce dernier fléchirent légèrement sous le poids de sa culpabilité et de sa peur, le faisant tomber à genoux sans qu'on lui ait demandé. Son attitude suffisante d'autrefois avait complètement disparu, et sa voix tremblait alors qu'il tentait de bégayer une explication. Il prétendit qu'il s'agissait d'un malentendu, que le garçon avait agi de manière suspecte et qu'il ne faisait que son travail. Ses excuses étaient décousues et pleines de contradictions, sa panique étant évidente dans chaque mot. L'expression du président s'assombrissait à chaque excuse faible, sa mâchoire se serrant alors qu'il écoutait. Sa fureur contenait à peine sa voix lorsqu'il parla enfin, plus froide que l'atmosphère de la pièce. Il demanda comment l'officier avait osé cibler et humilier un enfant, et surtout son propre enfant. Il accusa l'officier d'avoir abusé de son pouvoir, transformant son badge en une arme de discrimination plutôt qu'en un symbole de justice. L'officier, toujours à genoux, commença à demander pardon. Il supplia le président de comprendre, insistant sur le fait qu'il ne savait pas qui était le garçon et que tout cela avait été une erreur. Mais le regard inébranlable du président le transperça, lui faisant comprendre qu'aucune excuse ne suffirait. Le président tourna son attention vers les autres officiers présents dans la salle, sa voix s'élevant alors qu'il s'adressait à eux. Il demanda pourquoi personne n'était intervenu lorsque le garçon avait été amené sous de fausses accusations. Il exigea de savoir pourquoi la station était devenue un lieu où le pouvoir était exercé injustement contre les enfants. Les officiers, dont la plupart s'étaient moqués du garçon plus tôt, se tenaient maintenant en silence, leur honte évidente dans leurs regards baissés. Alors que la colère du président atteignait son paroxysme, il ordonna à l'un de ses agents de sécurité de convoquer l'officier le plus haut gradé de la station. La pièce resta silencieuse, un silence de mort alors que l'homme en question était amené devant le président. Son expression trahissait un malaise, tandis que le président gardait son calme malgré sa colère, exigeant des comptes. Il insista pour que l'officier qui avait ciblé son fils subisse toutes les conséquences de ses actes. Il ordonna à l'officier supérieur de suspendre immédiatement le coupable et de préparer des accusations formelles contre lui. L'officier supérieur hocha rapidement la tête avec déférence en se conformant aux ordres du président. L'officier à genoux, réalisant pleinement la gravité de la situation, commença à sangloter tout en continuant à plaider pour la miséricorde.
Mais le président, impassible, tourna le dos à l'homme et s'adressant à la salle une fois de plus, déclara qu'aucun enfant, quel qu'il soit, ne devrait jamais subir un tel traitement et que quiconque abuserait de son autorité de cette manière serait tenu responsable. La salle resta silencieuse, tandis que le président faisait signe à son fils, qui se tenait debout en silence, pour le rejoindre. Le garçon, son visage encore humide de larmes, hésita avant de marcher aux côtés de son père. Le président posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, son expression s'adoucissant légèrement alors qu'il le regardait. Le président, son visage toujours marqué par la colère, s'adressa à la salle pour clarifier ses prochaines étapes. Il ordonna le renvoi immédiat de l'officier fautif, sa voix étant ferme et inébranlable, alors qu'il déclarait que les actions de l'homme avaient déshonoré son badge et sapé les principes même que les forces de l'ordre étaient censées respecter. Son ton ne laissait aucune place à l'argumentation, et les officiers présents se tenaient raides, la tête baissée en signe de reconnaissance de son autorité. L'officier fautif, toujours à genoux, commença à plaider plus fort, sa voix se brisant alors qu'il suppliait le président de reconsidérer son affirmation selon laquelle il n'avait pas eu l'intention de causer du tort et qu'il avait simplement fait une erreur. Mais le regard glacial du président le fit taire. Il ordonna à son équipe de sécurité de noter le numéro de badge de l'officier et de s'assurer qu'il soit définitivement révoqué. Sans perdre un instant, le président appela le plus haut responsable de la station. Le chef de la police entra dans la pièce avec précaution, son visage pâle d'anxiété. Il était bien conscient que la situation avait dégénéré au-delà de son contrôle. Rencontrant le regard du président, il se tint au garde-à-vous, attendant des instructions. Le président ne perdit pas de temps pour exposer ses exigences. Il ordonna au chef non seulement de déchoir l'officier de son grade, mais il souligna également que l'abus de pouvoir pour cibler un enfant, en particulier avec des allégations fabriquées, était une infraction impardonnable. Le président insista pour que l'officier soit formellement accusé de mauvaise conduite et placé en détention pour ses actes. Ses paroles étaient lourdes de sens et définitives. Il avait déclaré que le temps de l'agent au sein des forces de l'ordre était révolu. La salle était tombée dans un silence pesant, le poids de l'autorité du président pesant sur tous les présents. Le chef de la police avait rapidement hoché la tête, signalant son accord, et avait fait signe aux autres agents d'emmener l'homme. L'agent fautif avait été traîné sur ses pieds et menotté. Sa confiance d'autrefois s'était évaporée, laissant place à une panique visible. Il avait crié de manière incohérente, implorant le pardon et affirmant que ses actions avaient été mal interprétées, mais personne ne lui avait répondu. Les officiers l'avaient conduit hors de la pièce, ses protestations résonnant faiblement alors que la porte se refermait derrière lui. Le président avait ensuite tourné son attention vers son fils, qui était resté près de la porte tout au long de l'épreuve. Le visage en larmes du garçon et sa posture voûtée trahissaient le poids émotionnel que l'incident avait fait peser sur lui. Le président s'était approché et s'était agenouillé à la hauteur de son fils, plaçant ses deux mains sur ses épaules. Son expression s'était adoucie et sa voix, bien que toujours ferme, avait pris un ton rassurant. Il avait dit à son fils que personne n'avait le droit de le traiter comme l'avait fait l'officier et que justice avait été rendue. Le garçon avait hoché lentement la tête, ses larmes s'apaisant alors qu'il trouvait du réconfort dans le soutien indéfectible de son père. Le président s'était levé et s'était adressé à la salle une fois de plus, ses paroles visant les officiers restants. Il avait souligné que le rôle des forces de l'ordre était de protéger et de servir, et non d'abuser ou de discriminer. Il les avait avertis que tout comportement similaire à celui qui s'était produit entraînerait des conséquences. Son message était clair, les préjugés et les abus n'avaient pas leur place dans leur rang. Les officiers présents, qui s'étaient auparavant moqués des déclarations du garçon, se tenaient maintenant dans un silence humble. Certains échangeaient des regards inquiets, tandis que d'autres évitaient le contact visuel. Dans l'ensemble, les mots du président avaient touché une corde sensible, les poussant à réfléchir à leur propre complicité dans la situation. Le poids de leur moquerie et de leur inaction semblait désormais plus lourd face à la position ferme du président sur la justice et la responsabilité. Le calvaire du garçon avait commencé à attirer l'attention. La nouvelle de l'incident s'était répandue rapidement, déclenchant des discussions sur l'abus de pouvoir et le racisme qui avaient motivé les actions de l'officier. La réponse rapide et décisive du président était devenue un point d'admiration publique, renforçant son engagement envers l'équité et la justice, indépendamment de ses liens personnels avec la victime. Alors que le garçon et son père quittaient la gare, le président avait placé un bras protecteur autour des épaules de son fils. Il s'était dirigé vers la voiture qui les attendait, leur lien s'étant renforcé par cette expérience partagée. Pour le garçon, l'incident avait été une leçon douloureuse mais précieuse sur la résilience et l'importance de se dresser contre l'injustice. Pour le président, c'était un rappel brutal des défis systémiques auxquels son fils serait confronté, mais aussi un témoignage du pouvoir d'une action rapide et de la responsabilité. L'agent fautif, maintenant derrière les barreaux, devait réfléchir à ses choix et à sa carrière.
L'application de la loi était terminée et sa punition avait servi d'avertissement aux autres. Le chef de police, sous pression pour s'attaquer à la culture au sein de son service, avait mis en œuvre des réformes immédiates pour éviter qu'un incident similaire ne se reproduise à l'avenir. Pour le garçon, les cicatrices émotionnelles prendraient du temps à guérir, mais il avait trouvé du réconfort en sachant que son père l'avait défendu avec une détermination inébranlable. L'action du président avait envoyé un message puissant. Personne, quelle que soit sa position ou son autorité, n'était au-dessus de la loi.